Mesdames, Messieurs, chers confrères, bonjour. Normalement, vous devez nous voir et nous entendre si tout va bien. Donc, bienvenue à cette matinale organisée par le Conseil de l'Ordre de Paris au niveau régional, mais aussi au niveau national, sur la thématique des aspects juridiques de la transmission d'entreprise. Euh, et on fera un focus particulier sur les sessions de cabinet d'expertise comptable qui peut-être peuvent intéresser certains d'entre vous. Pour parler de ce sujet euh, important à notre égard, sachant que nous présentons des matinales tous les 3 mois, 2 ou 3 mois, je ne sais plus, 2 mois, je crois, euh, grâce à la commission transmission du Conseil régional et à la commission évaluation et transmission du Conseil national. Et donc, c'est inscrit dans un cycle que vous pouvez suivre si vous les avez déjà vous n'avez pas suivi, vous pouvez vous inscrire, bien sûr, vous pouvez participer régulièrement, puisque nous changeons, bien sûr, de thématique à chaque fois, et on décide de couvrir un champ important de, d'approches qui intéressent la gestion d'entreprise. Alors, pour parler de ce sujet, euh, j'ai commencé à parler, mais je vais bientôt m'arrêter. Je suis Jean-Luc Semama, donc j'anime ce comité transmission et évaluation, transmission à Paris et au national. Et avec moi, nous avons un confrère qui est un fidèle de notre comité, qui travaille beaucoup, qui le vice-préside et qui s'appelle donc Frédéric Turbat, que vous voyez normalement à l'écran euh, en dessous. C'est celui qui a un casque, hein, parce qu'il va bientôt décoller. Et moi, je vais rester sur le tarmac pour l'instant. Voilà. Donc, juste pour vous dire que vous pouvez poser des questions pendant l'intervention. Vous avez en bas de votre écran, normalement, en bas à droite, une petite bulle. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Et nous regarderons régulièrement vos questions et on y essaiera d'y répondre. Voilà. Donc, certains ont déjà commencé à l'utiliser. Donc, bienvenue à Belkacem, bienvenue à Nathalie, bienvenue à Jean-Pierre, et à ceux qui n'ont pas encore commencé, à Sandrine, bien sûr, qui vient d'écrire un message. Voilà. Bienvenue à tous. Et donc, nous commençons avec deux parties que nous allons traiter. Une partie liée à l'aspect juridique de toute transmission d'entreprise. Et puis, on fera avec tout ce qui est nécessaire, lettre d'intention, garantie d'actifs, passifs, protocole de cession. Et nous ferons un zoom à la fin sur les points particuliers liés au cabinet d'expertise comptable. Voilà. Merci. Nous démarrons. Donc, je laisse la parole à mon ami et confrère Frédéric Turban. Merci bien. Voilà, donc on va se lancer dans notre matinale de ce matin. Petite introduction très rapide. Quand on parle de juridique sur des opérations de transmission, normalement nos clients pensent en premier lieu aux professions juridiques et aux avocats. On va voir que justement toute la rédaction ou une grande partie de la rédaction des documents juridiques peut tout à fait intégrer la présence d'un expert comptable, voire suppose la présence d'un expert comptable, et on a même un rôle un peu particulier. Voilà. Donc, comme l'évoquait Jean-Luc, on va tout d'abord se centrer sur ces éléments-là. Donc, quels sont les documents juridiques, quels sont les contenus de ces documents juridiques sur un processus de transmission d'entreprise, et puis ensuite faire un focus particulier sur la transmission de nos propres cabinets et voir quelles sont les particularités par rapport à ce que j'aurais dit en premier lieu. Donc, on va reprendre la chronologie classique d'une session d'entreprise, en partant de la lettre d'intention en termes de documents juridiques. Évidemment, il y a eu beaucoup d'étapes avant, au sein desquelles d'ailleurs les experts comptables ont pu intervenir, pour aboutir justement au premier document juridique un peu fort qui est la lettre d'intention. Le temps de la garantie actif et passif, qu'on appelle aussi la GAP. Dans certains cas, on va avoir une rédaction d'un protocole particulier avant la cession des titres du fonds, ou dans d'autres situations, on le reverra, on passe directement à ce qu'on appelle le closing, donc la cession des titres du fonds de commerce. Et puis, comme j'évoquais, Jean-Luc reviendra sur les spécificités des cessions de nos propres structures. La lettre d'intention, alors on l'appelle aussi, on la trouve beaucoup dans le langage juridique sous la terminologie LOI, en reprenant la formulation anglo-saxonne.
Quels sont les objets de cette lettre d'intention? C'est le premier moment fort où les parties vont commencer à se mettre autour d'une table pour écrire des choses et les signer. Donc, il y a une notion de formalisation qui est importante parce que aussi c'est quelque chose qui est extrêmement engageant, enfin en tout cas qui est engageant. On peut s'en sortir, on va voir, évidemment de quelle manière, mais c'est quelque chose qui est engageant et qui consacre une seconde étape dans l'opération de rapprochement ou d'acquisition d'une entreprise ou d'un fonds de commerce. Parce que là, justement, on se met autour d'une table et on écrit. Et de fait, l'idée d'écrire, on a la belle formulation qu'on utilise souvent, qui est que ce qui se conçoit bien s'écrit bien, ou on peut même le tourner à l'envers. Ça veut dire aussi qu'on va devoir expliciter un certain nombre de choses dans le but de rassurer tout le monde. Cette lettre d'intention, elle a un rôle, je vais me sortir un peu, peut-être un peu vite, mais du cadre juridique, elle a un rôle éminemment psychologique dans un processus de transmission. On va rassurer les différents intervenants parce qu'on va, préciser des éléments, même préciser ce qui n'est pas encore, défini ou ce qui va être à définir, par la suite. J'aurais dû le préciser au tout départ, on a pris le choix de vous proposer un contenu sous format slide que vous allez recevoir, demain, je crois, assez complet, assez détaillé, pour justement donner, j'allais dire du contenu à ce que vous allez pouvoir entendre. Le format matinal et surtout si on veut vous laisser poser des questions, voilà, va permettre aussi que j'aille un petit peu plus vite sur certains sujets, mais vous aurez le contenu écrit, dans les slides, bien évidemment. Je reviens sur ma lettre d'intention et dans le contenu, on a deux grandes notions. Il s'agit d'un contrat, donc ça veut dire qu'un contrat, on va avoir avec même toutes les modalités de rédaction d'un contrat, hein. L'idée quand on rédige un contrat, c'est de faire en sorte qu'il ne soit pas contestable, ou tout du moins que si on passe, auprès d'un juge du tribunal de commerce, on ait, assez peu d'options possibles. Donc il va falloir qu'on le détaille relativement bien et un des premiers sujets évidemment, c'est, toute la partie administrative de ce contrat, un contrat entre 2 personnes majeures, voilà, que sont, l'acheteur et le vendeur. On précisera ces éléments-là. Donc on va identifier les parties évidemment et préciser un certain nombre de choses, qui peuvent sembler évidentes, notamment lorsque ça fait 2 mois qu'on est en train de travailler sur le projet de cession ou le projet de reprise. On va définir, quelques indicateurs, comme le résultat, comme, les spécificités éventuelles de la clientèle de la société ou du fonds de commerce que l'on rachète. Le périmètre évidemment de la structure ou du fonds de commerce qui est racheté, parce qu'il peut y avoir, dans certains cas, il n'y a pas forcément, une cession à 100 de l'intégralité des titres ou de tout le fonds de commerce. Ça peut être une branche, autonome et spécifique d'activité. Donc ces éléments-là vont nécessiter un peu j'allais dire un peu de rigueur, et là, on n'est pas dans du juridique, on est dans de l'écrit, dans de l'approche et dans de la connaissance du dossier. Tous ces éléments-là, bien évidemment, si on est, en mission d'expertise comptable ou de présentation des comptes ou de révision ou d'accompagnement de son dirigeant, tous ces éléments-là, on les connaît, on les maîtrise et bien évidemment, on saura les produire. Donc là, on est, dans cette partie-là de l'aide d'intention, on est évidemment, partie prenante, voire on peut tout à fait rédiger cette partie-là en tant qu'expert comptable. Le second élément de la lettre d'intention, j'évoquais tout à l'heure le fait que la lettre d'intention, servait à la fois à rassurer et à engager les parties. On va écrire tout ce que l'on sait au jour de la lettre d'intention. Ça veut dire qu'on va essayer de détailler un maximum de la situation présente. On sait quoi? On a défini quoi? À quel niveau, sommes-nous, arrivés en matière de négociation? Notamment sur le prix, notamment sur ce qu'il reste à faire, et donc en fait, la lettre d'intention consiste, finalement à faire un état des lieux de la situation présente du processus de reprise, du processus de transmission. Avec, quelques éléments, quelques passages obligés sur lesquels on va pouvoir d'ailleurs, considérer qu'on n'a pas assez avancé et on va l'écrire. La garantie d'actifs et de passifs, idéalement, on en a déjà parlé. Idéalement, ça a fait partie de la négociation. Idéalement, ça fait partie d'ailleurs de l'approche du prix parce qu'il peut y avoir un élément qui peut jouer sur ce sujet-là. Je vais en parler précisément dans quelques minutes. Mais peut-être qu'on n'a pas abouti complètement sur la garantie d'actifs et de passifs. Peut-être qu'on n'a pas encore défini. Peut-être qu'il reste des éléments de négociation sur la durée, par exemple, sur les éléments, sur un élément de franchise sur lesquels elle pourrait s'appliquer, ou sur qui serait le garant, pourquoi pas. Donc, on va faire un état des lieux de tous ces éléments-là. Bien évidemment, on va parler du prix. Bien évidemment, on va parler de la garantie d'actifs et de passifs. Et on va aussi, se concentrer sur cette opération. Donc, on va définir, des clauses d'exclusivité, des clauses, de non-concurrence en considérant que, évidemment, on se pose dans la perspective que l'opération va aller à son terme. Et donc on va rédiger tous ces éléments-là, et là aussi, il s'agit finalement de rédiger des éléments, qui sont, passés du chiffré, de la négociation, de l'oral, des rendez-vous, à quelque chose d'écrit, et bien évidemment l'expert comptable peut tout à fait intervenir. Le point important de la lettre d'intention,
on s'engage, à la fois le vendeur s'engage à vendre et l'acheteur s'engage à acheter, mais toutefois, comme tout n'a pas été défini, comme tout n'est pas, clôturé, on va mettre en place des conditions suspensives qui ont un intérêt important parce qu'elles vont permettre de protéger tout le monde et pas uniquement l'acquéreur qui va mettre, comme quand on achète un appartement, une condition suspensive d'obtention de l'emprunt. On peut avoir d'autres éléments qui vont être liés à l'audit notamment. Si, tel point spécifique, de risque a été identifié dans les premiers échanges, se révèle effectivement comme une zone de risque patente au moment de l'audit qui va intervenir souvent après la lettre d'intention, là pour le coup, peut-être que l'opération pourrait s'arrêter là. Ou peut-être que l'opération pourrait donner lieu à une renégociation du prix, à une avancée particulière sur une clause de la garantie d'actifs et de passifs, pourquoi pas? Donc on va lister, tous les éléments qui finalement peuvent constituer des risques pour l'acquéreur et alors je vais faire du prosélytisme pour notre profession bien évidemment, mais qui mieux que l'expert comptable a une capacité à identifier les zones de risque, à identifier, les particularités qui, peuvent générer, une incidence financière dans la réalisation de l'opération, peuvent avoir une incidence financière mauvaise dans l'incidence dans la mise en place de l'opération une fois celle-ci, terminée. Donc là, on a un rôle particulier sur la rédaction de la lettre d'intention, ne serait-ce que sur des conditions suspensives. Parce qu'on connaît, on connaît notre client, à la limite, notamment lorsque l'on va accompagner un acquéreur, on a cette capacité d'identifier les zones de risque parce qu'on a probablement un grand nombre d'entre nous fait de l'audit également et on a cette appétence sur les chiffres et sur, l'identification, ne serait-ce que sur une première lecture de 3 ou 4 liasses fiscales. Donc là aussi, on est dans un schéma où notre dimension a un intérêt important et peut tout à fait permettre de rédiger cette partie juridique de la lettre d'intention. Ce temps est très particulier parce que, il permet, comme j'évoquais, de consacrer une étape particulière spécifique dans l'opération d'acquisition, l'opération de cession et si on revient sur, aussi pour, voir comment ça peut être intéressant pour nous en termes de gestionnaire de cabinet, c'est un temps qui est aussi très parlant pour les collaborateurs. C'est pas forcément un collaborateur qui va rédiger la lettre d'intention, ce sera plutôt, son associé ou à minima un chef de mission. Pour autant, on touche, assez vite, dans une mission, de préparation de l'aide d'intention pour un collaborateur, ces zones de risque et finalement tout ce qu'il aura pu identifier va se retrouver dans le document et là aussi c'est une manière de valoriser, de mettre en avant nos collaborateurs, en ces temps de disette, en matière de recrutement, ça peut être un élément, qu'il peut être intéressant de ne pas négliger. Donc l'expert comptable peut tout à fait intervenir dans ce temps de rédaction de la lettre d'intention. Autre document, fort et même très fort parce que parfois on se rend compte que c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en œuvre, la fameuse garantie d'actifs et de passifs. De quoi s'agit-il? Il s'agit de s'assurer que, la corbeille de la mariée est aussi belle, est aussi fournie, est aussi intéressante, est aussi financièrement inattaquable que ce qui a été prévu, que ce qui a été décidé, que ce qui a été négocié. Donc, le fait d'acquérir une entreprise, notamment si j'acquiers les titres de la société, j'acquiers bien évidemment le passé de cette société, j'acquiers potentiellement les choix juridiques, fiscaux, sociaux, environnemental, en matière de RSE, en matière de dynamique de recrutement, en matière de comportement professionnel et je mets ce mot-là avec, quelques guillemets évidemment. Et donc acquérant ce passé alors que je vais gérer, l'avenir, bah, il faut que je me prémunisse sur d'éventuels risques qui ne seraient pas identifiés, ou qui pourraient survenir dans un avenir où je serai le seul aux commandes et où mon cédant ou mes cédants seront partis, dans la nature. Donc c'est ça l'objet de la garantie, c'est de se dire, «J'achète un actif, je veux m'assurer qu'il soit bien là», évidemment avec des conditions, et j'achète un passif que je connais, je veux m'assurer que ce passif-là est bien limité ou que s'il n'est pas limité ou que si un passif, naît, voire renaît, une fois que je suis aux commandes de la société et que le cédant est parti, s'occuper de ses chèvres et de ses petits-enfants, bah, c'est bien le cédant qui était gérant qui va prendre en main, la réalisation de ce passif qui va voir être, heu, attrait pour en supporter les conséquences financières. Donc on va définir dans la garantie d'actifs et passifs, finalement, tous les risques qu'on va pouvoir identifier et là, on rejoint notre métier j'ai un peu de peine à le redire, on rejoint notre métier qui va être de dire, bah, finalement, on sait identifier, tout ce qui va pouvoir, gripper dans le processus, de reprise. On va aussi définir
Et ça, c'est un élément qui va être de nature à rassurer le cédant. On va définir un calendrier, au-delà duquel on ne pourra plus, attraire le cédant si jamais il a, un risque survient parce que on va pouvoir considérer que ce risque-là est hors de la gestion, antérieure et hors de la gestion du cédant. Et pour réaliser cette, garantie d'actifs et passifs, bien évidemment, il va falloir, travailler sur les chiffres. Alors, on va souvent en parler pendant la lettre d'intention. Elle ne sera pas écrite de manière définitive à ce moment-là, vu qu'évidemment, ça va être l'audit qui va nous permettre d'avancer sur le sujet. Alors, qu'est-ce que l'on va préciser, dans ce contrat? Il s'agit bien évidemment d'un contrat, là aussi, on est dans un contrat entre deux personnes capables et majeures, 2 ou 3 ou plusieurs, s'il y a plusieurs cédants bien évidemment. Toute une partie administrative, d'identification, de l'opération et il s'entend, mais aussi identification du garant. Il se peut que ce soit pas forcément, le cédant lui-même qui soit le garant, il se peut que ce soit une société commerciale, il se peut que ce soit, un organisme qui le contrôle, mais qui n'est pas directement la société. Donc voilà, et, il faut bien définir ce qui se passe en matière de levée de la garantie. Qui va finalement payer les risques qui seraient survenus, qui rentraient dans cette disparition d'actifs ou réapparition ou apparition soudaine de passifs. Deux points qui sont à traiter. Alors je les cite rapidement, mais c'est des points évidemment qu'il faudra traiter plus avant. La question des minoritaires. Est-ce qu'un minoritaire, sera mis en jeu dans le cadre d'une garantie de passif ou pas? Et la question des actionnaires mineurs, ça peut donner lieu à des rédactions qui peuvent, dans certains cas, rallonger franchement, le temps de rédaction de la garantie d'actifs et passifs. On précise également, le fondamental d'une garantie, c'est l'étendue de la garantie. Donc les postes sur lesquels, la garantie va trouver à s'appliquer et les postes sur lesquels on va considérer que ce ne sera de toute façon pas, générateur ou de réduction de l'actif ou d'augmentation du passif. Donc ça devrait être expliqué évidemment de manière la plus précise possible. Je vous rappelle qu'on est dans un contrat, et pour qu'un contrat soit le moins contestable possible, bah, il faut qu'on l'écrive avec une rigueur et un détail, relativement précis. Dans cette garantie d'actifs passifs, on va aussi considérer que, on ne connaît pas tout. D'ailleurs, c'est même l'essence même de cette garantie. C'est vu que je ne sais pas ce qui va pouvoir se passer dans l'avenir une fois que je serai aux commandes de la société, il faut que tout le monde s'engage à être, honnête, sincère, à avoir un comportement, éminemment professionnel et donc ces déclarations de sincérité ont de l'intérêt parce que, même si évidemment en discutant avec un cédant, on est dans une relation, probablement, très professionnelle, probablement très sécure, très honnête, le seul fait d'écrire que l'on s'engage à dire que la situation fiscale est bien connue, qu'on a bien déposé toutes les déclarations, qu'on est bien au clair avec tous les choix fiscaux qui ont été faits, que l'ensemble de la vie juridique de l'entreprise a bien été, respecte bien le code de commerce. D'une part, on a bien déposé les comptes, on a bien fait ce qu'il fallait sur les contrats. Là aussi, on passe une étape particulière. Donc, ces déclarations de sincérité, je vous en citer quelques-unes, la sincérité des comptes qui ont été produits, les litiges qui sont connus au moment où on va rédiger la garantie d'actifs et de passifs, les engagements hors bilan éventuels, notamment si on est dans des sociétés avec des contrats à effet futur. Typiquement le contrat, une société de location de véhicules par exemple, on s'engage à racheter des véhicules, dans 2 ans. Typiquement, enfin, c'est un peu la tarte à la crème des exemples que l'on donne. Voilà, donc ces éléments de sincérité, ça fait partie aussi de l'intérêt de se mettre autour de la table et de signer ce document. Et puis, assurément, on va définir quels sont les différents bénéficiaires le ou les différents bénéficiaires. Spontanément, on va penser à l'acquéreur qui va être dédommagé ou qui va avoir de quoi, payer la survenance du risque. Il se peut aussi qu'il y ait, certains, créanciers qui soient directement impactés, qui soient même les bénéficiaires d'une garantie quand, la garantie les concerne particulièrement. On va également, dans une garantie d'actifs et de passifs, bien préciser, ce qui va limiter ou ce qui va au contraire étendre et ça, c'est un moment assez particulier, parce que de fait, on a des intérêts divergents. L'acquéreur a envie de se garantir, sur tout et le cédant a envie d'être garanti ou de garantir quasiment rien. J'exagère dans la formulation, bien évidemment, on est souvent quand même plus sur des schémas, de plus grande coopération, entre acquéreur et cédant, mais pour autant, cet élément-là doit être défini avec beaucoup de précision. Alors, la formulation, on garantit tout sauf ou on garantit tout,
mais évidemment, emporte un certain nombre de risques pour le cédant évidemment. Mais là aussi, il faut être extrêmement précis et on revient sur des notions, que nous connaissons nous en tant qu'experts comptables, des notions d'approche de risque sur des comptes, des notions de connaissance de tel type d'activité et donc de tel type de risque qui peut survenir à la fois en réduction de passif, en réduction d'actifs pardon ou création, augmentation du passif. Donc on va définir, quels sont tous les éléments qui vont nous permettre de mettre en jeu la garantie. Si ces éléments-là ne figurent pas, la garantie est inopérante et si on se retrouve, au tribunal de commerce en chambre des sociétés, on ne pourra rien mettre en place, parce qu'on va considérer qu'il n'y a pas les éléments fondateurs du contrat. Donc on a besoin de définir, des seuils, on a besoin de définir des seuils de déclenchement. Est-ce que c'est sur le premier risque? Est-ce qu'on démarre à 25 € ou est-ce qu'on va raisonner sur, une accumulation qui va dépasser un seuil particulier? Est-ce qu'il y a une franchise en deçà de laquelle pardon, il n'y a pas lieu à s'exciter sur ce sujet-là et à actionner, des éléments complexes? Voilà. Donc ces éléments-là, ça fait partie des points constitutifs du contrat et qui peuvent être mis en cause, voire, rendre inopérante la garantie. Donc ça, c'est un sujet. De la même manière, on ne peut pas avoir une durée illimitée sur une garantie d'actifs et passifs. Là aussi, on serait dans une clause qui pourrait être réputée léonine par le tribunal. Donc il faut bien définir quelque chose qui va, certes, donner un engagement, fort de la part du cédant, mais aussi lui permettre à un moment donné, dans un temps raisonnable, d'être complètement dédouané de la situation. On est aujourd'hui, dans l'univers de la reprise d'entreprise, dans un marché avec potentiellement beaucoup de cédants, qui cèdent de manière un peu urgente pour des raisons d'âge, pour des raisons de santé. Cette notion de durée d'exercice de la garantie, prend tout son sens quand on est dans cette situation-là. Et puis, je l'évoquais, on va voir comment on met en place les différentes modalités de levée de la garantie. Cette garantie, elle peut être complètement, extrêmement bien rédigée, extrêmement bien, acceptée par tout le monde, encore faut-il la mettre en place, encore faut-il la mettre en œuvre, et encore faut-il qu'elle ait une réalité financière. Donc, dans un certain nombre de cas, on va définir une garantie de la garantie. Alors là, on rentre dans une notion qui était déjà connue sur le fait de se dire: «On se met autour de la table, on va, travailler sur la garantie d'actifs et de passifs». On rentre dans une notion qui a un aspect psychologique assez fort, qui est de se dire, bah, je potentiellement, vous cédant, vous êtes fort sympathique et vous allez être garant sur tel et tel sujet et c'est génial et merci beaucoup d'accepter cet élément-là. Mais si jamais, vous devenez insolvable, si jamais, vous partez, dans un pays étranger que je ne retrouve pas et que voilà, je peux même pas monter ma garantie, la rendre opérante, on fait que fait-on? Et donc c'est là on va, travailler sur la garantie de la garantie. Heu, on va chercher une contre-garantie. Alors ça va être, laisser de l'argent sur un compte séquestre, ça va être, demander une caution, bancaire, ça va être, s'organiser pour, ne pas avoir besoin du cédant pour lever, des éléments de garantie. Donc là aussi, on va devoir préciser avec, de une notion extrêmement, descriptive, les éléments sur lesquels on n'aura peut-être pas besoin du cédant, pour lever la garantie, parce que pour le coup, pour éviter évidemment qu'il soit engagé, de manière, trop simple. Et vous voyez bien que sur ces sujets-là, on va dépasser très largement le domaine de la gestion financière, le domaine du calcul avec des éléments chiffrés derrière. On est dans un élément psychologique qui est extrêmement fort et là, en tant que conseil, à la fois dedans et dehors, c'est toujours ce que je trouve assez génial dans notre métier d'expert comptable et de commissaire aux comptes. Dans ce cadre-là, on a un rôle de facilitateur qui peut, permettre à tout le monde d'avancer. Voilà et ça, c'est un moment très particulier, ce temps de travail sur la garantie d'actifs et passifs. Parfois, c'est, tout autant, voire plus compliqué que la négociation sur le prix. Parce que là, on va parler d'engagement, on va parler même, de notion de confiance, voilà. Donc, ça fait référence à des éléments qui sont, là, qui sont au-delà de la notion chiffrée. Et donc, vous imaginez, vous devez maintenant comprendre la conclusion à laquelle je vais arriver, qui est de dire, bah, voilà, nous, en tant qu'experts comptables, on sait faire et on peut travailler sur ce sujet et aussi parce qu'on est, au quotidien dans l'accompagnement de nos clients. Donc on est au quotidien dans des choses qui sont pas uniquement, des montants chiffrés avec des centimes d'euros et de la TVA. On est au quotidien sur cet accompagnement particulier de nos clients. Donc on est tout à fait, légitime, sur ces étapes-là. Une fois qu'on est, presque prêt,
dans certaines situations, on va constater qu'on est presque prêt, mais pas tout à fait, qu'il reste encore, une étape avant d'aller vers ce qu'on appelle le closing des opérations finales, la cession, l'acquisition, finale de notre projet et donc on va rédiger un protocole d'accord qui va constater, j'allais presque dire un peu comme la lettre d'intention, mais un peu plus avancé évidemment, où nous en sommes, que l'engagement est irrévocable, mais qu'il reste encore, des opérations à définir. Typiquement, un exemple classique que l'on voit, c'est, l'acquéreur n'a pas encore créé sa holding, il va l'immatriculer dans 3 semaines ou demain. Et donc on va, entre le protocole d'accord et le closing, il faut qu'il immatricule sa société, voilà. Donc on va définir ces éléments-là. Le mode de financement n'est peut-être pas complètement défini, n'est peut-être pas complètement achevé en termes de juridique, de garantie d'ailleurs, à donner aux banquiers, au pluriel éventuellement, de la part de l'acquéreur. Donc c'est un temps qui est, un peu mixte où ça y est, on sait que l'on va faire, on va d'ailleurs s'engager de manière ferme, à faire, mais il nous reste un certain nombre de sujets à traiter entre nous et donc c'est là où on va intervenir, de manière un peu particulière. Alors là aussi, je vous ai défini le contenu de manière, assez détaillée. Bien évidemment, on est là encore dans un contrat, donc on va définir toutes les parties. On va bien noter la notion d'engagement que alors soit le prix il est déjà défini, soit il reste encore quelques éléments. On va définir dans ce cas-là les points qui vont rester à travailler pour finaliser le prix ou voir la formule de calcul qui va nous permettre d'aboutir la veille ou l'avant-veille de la session à la définition et à l'explicitation précise du prix là avec nos éventuels centimes d'euros. Et on va mettre en place dans ce protocole tous les éléments, comme si c'était du closing, sauf qu'on va lister les quelques points qui restent à définir. Notamment, j'évoquais, pardon, notamment j'évoquais si on est dans une session progressive de titres, si on a mis, un calendrier particulier, si voilà. Donc tous ces éléments-là vont se définir. C'est une étape qui est, j'allais dire plus important peut-être que le closing. Alors le closing, il a un côté psychologique, fort parce que c'est le moment où ça y est, je rentre, dans la société, où je vends mon entreprise. Il y a ce côté, de date et ce côté d'événement juridique important. Mais le protocole, c'est finalement le moment où on consacre, où on constate que l'on est d'accord sur tout, mais voilà, il reste encore deux trois points à gérer. Il est compliqué de se sortir d'un protocole, il est rare qu'on ait de grandes conditions suspensives qui restent encore à lever lorsqu'on est à l'étape du protocole, hein. A priori, on a déjà défini, le mode de financement, il reste peut-être juste la partie juridique, à mettre en place. On a déjà défini le mode, opératoire, on a déjà défini le prix ou en tout cas les éléments entrant dans le calcul du prix. On n'est plus sur, oui, mais si jamais il se passe quelque chose, que va-t-on faire? Ou alors, ce seront des éléments qui vont être définis de manière un peu particulière, qui vont être uniquement listés sur, que va-t-il se passer dans le temps qui nous reste? Et là, on va définir ces éléments-là. Il peut y avoir, c'est généralement assez rare, mais il peut y avoir un audit complémentaire, notamment si on avait défini dans la lettre d'intention un protocole avec une date fixe et qu'on n'a pas voulu changer cette date et on n'a peut-être pas fini les audits ou on n'a peut-être pas obtenu tous les éléments qui étaient nécessaires et indispensables à la mise en place et aux conclusions de l'audit. Il peut y avoir aussi un élément qui ne dépend pas de nous, qui est l'accord d'un tiers. Dans certains cas, il y a certains contrats qui sont conclus avec une société et avec une clause de résolution du contrat si jamais l'actionnaire change. Donc, dans certaines situations, le temps de faire changer ces clauses-là, d'obtenir l'agrément, de voir la nouvelle modalité, typiquement, ça peut être un contrat d'emprunt bancaire qui peut être conclu alors avec une clause d'intuito personae qui est liée aux actionnaires. Donc, parfois, ça peut prendre du temps administratif qu'on ne maîtrise pas toujours. Donc, dans ce cas-là, soit on décale le protocole, ce qui est quand même le schéma le plus intéressant, soit on va laisser ça en conditions suspensives, mais on est vraiment j'allais dire, sur de la toute fin de ce qui pourrait nous rester en matière de conditions suspensives. On est clairement engagé, voilà. On est clairement engagé au moment où au moment du protocole. Et ce protocole va prendre naissance et notamment en termes d'éléments à rédiger sur, ce qui a déjà été écrit, les rapports d'audit, éventuellement les réponses aux rapports d'audit qui peuvent aussi être des documents écrits, mais également, la lettre d'intention ou tout autre, échange qui aura pu avoir lieu entre le moment où on a fait la lettre d'intention et le moment où on rédige le protocole. Ce protocole va aussi ouvrir une période particulière qui est la période que j'évoquais à l'instant où on dit qu'on est engagé.
Ça veut dire que je signe le protocole le 12 juillet à 9h36. S'il est prévu que le closing se fasse le 30 septembre, quid de cette période intercalaire où à la fois, moi, acquéreur, je ne suis pas encore dedans, je ne suis pas juridiquement le gérant, je ne suis pas juridiquement l'acteur et le manager de l'équipe. Et puis moi, cédant, je n'ai pas encore cédé mon entreprise, donc je suis encore aux manettes de la structure. Que peut-il se passer, que va-t-il se passer entre le 12 juillet et puis le 30 septembre? Donc là, on va essayer de définir des choses qui à la fois resteront à faire, mais aussi des choses que je ne pourrai pas faire. Est-ce qu'il va falloir que l'on définisse, que l'on mette en place des accords avec des minoritaires? Est-ce qu'il va falloir que l'on, notamment que l'on note, l'engagement du cédant, qui va peut-être rester à faire, sur la garantie de passif ou de tous les cédants? Donc l'idée, c'est là aussi d'être le plus exhaustif possible et de définir sur cette période-là, quels sont les éléments, finalement que l'on va se partager entre le futur, acquéreur et le futur cédant et le mot futur prend tout son sens. C'est-à-dire qu'encore une fois, on n'est pas pleinement cédant, pleinement acquéreur, on va peut-être s'interdire de distribuer des dividendes, on va peut-être s'interdire ou alors on va définir et ce sera, prévu, organisé, on va peut-être définir, les modalités ou non de remboursement du compte courant. On va peut-être, raisonner sur est-ce que, je vais prendre un emprunt, est-ce que je vais embaucher, quel type d'embauche, quel type de salaire? Voilà, donc toute cette période-là, finalement, le cédant et l'acquéreur vont devoir travailler ensemble, un peu cachés, à la loi, Hamon et Rebsamen, près sur l'information des salariés, tout en n'étant pas dans leur vrai rôle. Donc là, ça suppose et c'est d'ailleurs un temps qui est assez riche parce que c'est le temps où on commence à gérer ensemble la structure, et qui va aussi être un prémisse de ce temps d'accompagnement. Donc c'est une période assez particulière et assez intéressante, je trouve, presque dans l'apprivoisement de chacun entre le cédant pour l'acquéreur et inversement. Mais c'est un temps qui est indispensable en matière de définition, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et évidemment le repreneur va vouloir limiter les actions possibles du cédant et le cédant va avoir tendance, le cas échéant, à considérer que, il n'a pas encore vendu, donc il est encore aux mains, de la société. Donc là aussi, on a une notion d'échange, de relation entre les parties qui est importante. Et puis, ce temps-là, c'est terminé. On se retrouve dans mon exemple, un peu rapide il y a quelques instants, on se retrouve sur, la phase de closing. Alors là, comme j'évoquais tout à l'heure, à la fois c'est le temps, fort parce que psychologiquement on ouvre la bouteille de champagne, parce que l'un est content de céder et l'autre est content d'acquérir. Tous les 2 rentrent d'ailleurs dans une nouvelle ère particulière, qui est l'ère de «j'ai vendu et je vais peut-être suivre les éléments», notamment si j'ai une clause d'earn-out, notamment s'il y a une garantie d'activité de passif et notamment s'il y a un temps d'accompagnement du repreneur. Aussi parce que, j'ai vendu ma boîte, voilà, il y a une notion aussi presque de deuil sur ce sujet-là. Donc je rentre dans une nouvelle période et puis évidemment, l'acquéreur, j'allais dire, ça y est, il commence enfin, parfois, en ayant trépigné pendant un certain nombre de mois avant de trouver la bonne cible et d'avoir fait avancer le schéma juridique jusqu'à son terme. Donc c'est un temps, fort évidemment, mais finalement tous les éléments ont déjà été définis. On apprend rarement grand-chose au moment du closing. Donc là, l'option, il s'agit de signer les actes définitifs, de délivrer le paiement, de s'engager de manière irrévocable sur la garantie de passif ou de constater que la garantie d'actif passif commence à prendre ses effets à compter d'aujourd'hui minuit. Mais finalement, on n'est pas dans de la nouveauté. Alors dans certains cas, vente d'un fonds de commerce, on va peut-être faire l'inventaire du stock le matin même, voilà, mais on est vraiment sur des situations où on ne va pas apprendre grand-chose. En revanche, évidemment, c'est un temps éminemment important et psychologiquement fort, heu, de par l'événement qui est consacré, mais juridiquement, c'est pas le temps le plus important. Alors là, sur cet aspect-là, il est souvent fait appel aux avocats, notamment pour la rédaction des actes de cession d'actions. Voilà, j'ai fallu de croire qu'en tant qu'expert comptable, avec un peu de bouteille, on sait rédiger ce genre de documents-là, mais ça peut aussi être, un élément fort dans notre gestion de cabinet, de faire travailler l'interprofessionnalité et notamment, d'avoir de bonnes relations avec, nos amis, avocats. Je vais laisser la parole à Jean-Luc. Je vais redonner la parole à Jean-Luc, pardon, pour, tous les éléments qui sont liés à nos propres structures.
Peut-être compléter Merci beaucoup. d'ailleurs, Jean-Luc, tu pourrais peut-être compléter de sujets que j'ai évoqués. Merci beaucoup, Frédéric. J'espère que vous m'entendez bien. Frédéric parlait là, dans sa conclusion du closing justement de la notion d'interprofessionnalité, une notion qui nous est chère, nous experts comptables, parce que dans ce genre d'opération, de session, il y a une équipe à mettre en place et nos rôles sont complémentaires. Certains avocats, quelquefois, veulent tirer la couverture à eux en voulant faire eux-mêmes des évaluations, les actes, etc. Quelquefois, les experts comptables veulent faire aussi des éléments juridiques pour lesquels quelquefois ils ne sont pas très à l'aise. Bref, nos conditions d'exercice prévoient que nous ne réalisons que les travaux que nous sommes capables de faire, parce que notre profession englobe tellement d'activités qu'il y a des spécificités en matière informatique, en matière juridique, en matière de gestion de patrimoine, en matière fiscale, en matière sociale, etc. Et tout le monde n'est pas forcément omnicompétent. Et donc, nous avons l'obligation, c'est dans notre réglementation, de ne prendre des missions que nous sommes capables de faire. Et Frédéric a mille fois raison de dire que le volet juridique est quelquefois un peu que le segment juridique est quelquefois mal occupé par les cabinets, par crainte, par peur, par manque de formation quelquefois, mais souvent, nous pouvons l'assurer de façon complémentaire avec des avocats. Et dans ces domaines de la transformation d'entreprise, il y a beaucoup d'éléments qui sont à la fois juridiques, mais qui sont aussi financiers et qui relèvent aussi de la négociation et de la connaissance du client. C'est notre point fort. Nous, les experts comptables qui avons une proximité avec nos clients, nous les connaissons bien et nous savons que le succès d'une transmission, c'est son anticipation. Ça prend du temps. Ça prend du temps à valoriser, ça prend du temps à trouver le bon repreneur ou le bon cédant, si on se situe. Ça prend du temps. Pour se préparer soi-même aussi, à passer la main. Tout à l'heure, Frédéric a employé une expression de faire son deuil pour un cédant. Et effectivement, dans bien des cas, lors des négociations, il existe des risques de rupture parce qu'à un moment, l'acquéreur ou le cédant vont se polariser sur un point qui prend une importance démesurée quelquefois, d'où notre recommandation d'être accompagné. Non pas accompagné parce que nous voulons absolument être présents, nous, comme experts comptables, mais parce que nous avons une compétence pour ça et que quand on connaît notre client, on a en plus cette capacité, j'irai à lui parler en solo pour quelquefois ne pas faire d'un élément mineur un point central qui peut faire capoter l'opération. Excusez. Voilà. Donc, je vais vous parler de les points particuliers dans le cabinet, parce que dans nos cabinets, là aussi, il y a des mouvements, il y a des sessions, il y a des associations, il y a des sorties d'associations. Et la question qu'on peut se poser déjà, c'est est-ce que le cabinet est une société aussi comme les autres? Est-ce qu'on peut vendre, là aussi, un fonds de commerce, une clientèle, comme on vendrait un commerce de chaussures, ou comme on vendrait une société qui exploite des logiciels? Question. On a l'impression quelquefois que les cabinets sont des pièces à part, pour différentes raisons. On va y revenir. Quelques chiffres pour comprendre un peu ce qui se passe au niveau des transactions et des prix de cession. Point particulier, et vous montrer à quel point l'ordre est actif sur ces sujets et peut vous aider dans vos missions d'accompagnement, mais même pour la cession de votre cabinet ou pour acquérir un cabinet. D'accord. Alors, premièrement, sommes-nous des sociétés comme les autres au niveau de la cession de cabinet? Bien entendu, nous avons une activité qui est réglementée et que nous ne pouvons vendre qu'à des experts comptables. Mais ce que je vous dis est déjà un peu daté, puisque on voit maintenant rentrer des investisseurs non experts comptables dans les expertises comptables. Même certains fonds d'investissement s'intéressent à nos activités et certains sont en train de rentrer. Certains s'en inquiètent d'ailleurs en disant est-ce que finalement on ne va pas être
des structures comme les autres, tenues par des fonds d'investissement. C'est une tendance qui augmente parce que les investisseurs qui cherchent bien sûr à rentabiliser leurs investissements ont constaté que nos activités pouvaient être pourvoyeuses de beaucoup d'autres missions potentielles. Juste un exemple. Un de mes amis qui travaille dans un grand cabinet d'expertise comptable et d'audit me disait qu'un jour un client lui a dit qu'il rachetait une société anglaise, à peu près la même taille que celle dont il était commissaire aux comptes, et il lui a demandé le montant de ses honoraires. Comme c'est la même taille, il a dit finalement ce sera le même niveau que ce que nous facturons actuellement. Et le client le dit, mais vous savez, j'ai reçu une offre au quart de votre prix. Le dit, c'est pas possible, c'est peut-être quelqu'un qui s'installe, un petit jeune qui veut. Mais non, pas du tout. C'est un cabinet tout à fait bien installé, qui a une belle dimension, qui proposait un tarif bien inférieur au sien. Très étonné, il n'a pas pu suivre. Et donc le client a choisi un cabinet différent, qui était une grosse structure. Ils sont revus lors d'échanges liés à la conso, et le nouveau cabinet posait la question à mon ami en lui disant mais où êtes-vous au niveau de vos honoraires? Et il lui dit bah, nous étions à l'époque c'était en francs, à 200 000 francs, et on est maintenant passé à 220, je crois, au bout de 3 ans. Et vous, ben, nous on est rentré à 50 000, vous savez, on a dû faire des gros efforts, mais aujourd'hui nous facturons 2 millions. Pourquoi? Parce que le cabinet en question, conscient qu'il y avait comme un ticket d'entrée, avait été rentré à un tarif inférieur, a vendu bien d'autres missions qu'il pouvait voir. C'est ce qui fait aujourd'hui que certains fonds d'investissement sont intéressés par nos cabinets parce qu'ils ont l'impression que c'est des portes d'entrée tout à fait raisonnables, de professionnels tout à fait reconnus dans le monde économique et qui peuvent avoir d'ailleurs une masse de choses à vendre aux entreprises. Donc c'est un point qu'il faut suivre avec attention. L'autre point, c'est que bien sûr, ce marché se développe parce que nous avons chaque année, bien sûr, des sorties, des confrères qui arrêtent et des confrères qui rentrent. Vous voyez dans les revues de l'ordre, chaque année, 2 fois par an, cette magnifique réception où les jeunes confrères et les jeunes consoeurs ont des écharpes rouges, sautent en l'air parce qu'ils ont eu leur diplôme et ils en sont heureux. Et c'est une très bonne chose. Peut-être même que certains nous écoutent ce matin et je les en félicite parce que je sais bien que souvent c'est un parcours du combattant pour arriver à finaliser ses études d'expertise comptable. Donc il y a un marché et il y a même des intermédiaires qui ne font que ça, qui s'intéressent à rapprocher les cabinets d'expertise comptable entre cédants et repreneurs. Ça donne l'impression que les grosses structures prennent tout le marché. Alors, j'ai vu des chiffres récemment indiquant qu'en France, les 4 plus grosses structures qui occupent quelquefois plus de 1000 collaborateurs n'occupent globalement que 20% du marché en France. Bien sûr qu'il y a des équilibres entre l'offre et la demande. Il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de demandes supérieures aux offres. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui voudraient céder, quelquefois, ne se déclarent pas. Parce que dire qu'on veut vendre un cabinet, ça pourrait vouloir dire éventuellement, ça peut être un signe pour les clients ou les collaborateurs, donc les gens ne le disent pas. Bien que bien souvent, l'âge fait que on ne va pas aller jusqu'à 95 ans dans l'exercice de ce métier. Mais il n'y a pas que des sessions intégrales. Les cabinets ne sont pas uniquement un expert comptable avec des collaborateurs. De plus en plus, nous voyons des structures associatives où il y a 2 associés, 4 associés ou plus. Donc il n'y a pas uniquement des sessions intégrales. Il y a quelquefois des sessions d'action à des collaborateurs, le fait de rentrer un nouvel associé parce qu'il y a des compétences qui manquent au cabinet. L'évolution de la profession est telle que les choses ne sont plus, je dirais, monolithiques. Et donc, le fait qu'il y ait un déséquilibre entre l'offre et la demande fait monter un peu les prix, bien entendu, et certains considèrent, et à juste titre, que la croissance externe est plus rapide et moins coûteuse que la croissance interne.
le cas de cabinets déjà installés qui font la croissance externe, qui cherchent à racheter des cabinets parce qu'ils se rendent compte que finalement la progression en interne n'est pas aussi grande qu'ils le voudraient. C'est aussi le cas des collaborateurs, des jeunes diplômés qui veulent créer leur cabinet. Alors, ils ont la solution de s'installer, prendre un bureau, visser une plaque et attendre le client, ou draguer leurs relations. Ça peut arriver et ça peut réussir. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait il y a fort longtemps, mais certains veulent gagner du temps et démarrer avec un noyau de clientèle et racheter un cabinet déjà existant. Donc, ça a bien sûr une incidence sur le prix parce que la rareté, c'est la loi de l'économie. On a dit ici sur ce slide que le marché est actif, bien entendu, mais qu'en fait, comme il y a plus d'offres, décidément, il y a plus de demandes que d'offres, au fond, ce sont les cédants qui font un peu la loi. Parce que le cédant, il va avoir plusieurs offres. Et c'est lui qui va choisir. Donc, au niveau des conditions, dont parlait tout à l'heure Frédéric Turbat, en ce qui concerne les garanties de passifs, en ce qui concerne les clauses à insérer ou accepter ou pas accepter, il est en position souvent de force. Alors bien sûr, s'il ne veut accepter aucune garantie, ça peut changer le prix, bien entendu, mais il a quand même un pouvoir parce qu'il n'y a pas assez d'offres par rapport aux demandes que l'on voit éclore. Et aujourd'hui, certains confrères sont un peu, je ne dirais pas inquiets, mais voient arriver d'un œil un peu suspicieux cette digitalisation qui modifie profondément le fonctionnement de nos cabinets, cette facture électronique qui est imminente, et certains se disent, plutôt que de mettre dans ce schéma qui est compliqué, qui ne m'intéresse pas beaucoup, très loin de ce que j'ai connu et où j'ai réussi, je préfère arrêter et passer à un plus jeune. Donc, il y a des moments aussi pour ça. Juste pour citer quelques chiffres indiqués ici sur le côté droit de cette slide, c'est qu'il y a environ 21 000 experts comptables en France, 30% sont en Île-de-France, il y a plus de 6 000, c'est un gros paquet. C'est la raison pour laquelle l'Ordre de Paris est aussi actif, parce qu'il y a beaucoup de ressortissants sur Paris et région parisienne, que globalement, il y a 22 000 cabinets parce qu'il y a des personnes qui exercent de manière individuelle ou en société, quelquefois, donc ils sont sur 2 entités, que globalement, ces 22 000 cabinets occupent 136 000 collaborateurs, ce qui fait une moyenne de 6 collaborateurs par cabinet, ce qui veut dire que donc il n'y a pas que des méga cabinets. Quand on dit 6 de moyenne, certains en ont 2, d'autres en ont 30, 50 ou 800. Hein. Et on réalise un chiffre d'affaires global de 19 milliards de chiffre d'affaires, ce qui donne une idée du chiffre d'affaires moyen par cabinet et par collaborateur. Ben, c'est les chiffres que je vais vous donner juste pour planter un peu le décor. Alors, au niveau des transactions, j'ai regardé quelques chiffres pour vous éclairer sur les pratiques actuelles. D'abord, il faut savoir que dans bien des cas, lorsqu'il y a une session, c'est pour un départ en retraite. 52% des cas, c'est pour un départ en retraite, même si certaines fois, les confrères ne partent pas, ils vendent pas, ils ne partent pas tout de suite. Quelquefois, ils restent pendant quelques mois, qui accompagnent. Je pense à un de mes amis qui avait racheté un cabinet et dont le cédant a dit, moi, je veux bien rester 2 mois, et il est resté 10 ans. Voilà. Donc, il n'avait pas le même rôle, bien entendu, mais il avait son relais, ses relations, et finalement, il avait une autre position de cabinet. Il a été, pendant 10 ans, un apporteur de dossiers extrêmement intéressant. Donc, il faut savoir que il y a il n'y a pas que des cas de départ en retraite, puisque c'est environ la moitié, que les acquéreurs sont bien sûr quelquefois des entreprises, des cabinets déjà existants, où il y a des fusions, mais qu'il y a quand même un quart des acquéreurs qui sont en première installation. Donc, c'est un point conséquent. Que dans les transactions, il y a un point important, c'est que 30% se font presque en interne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cession à des tiers. C'est ou bien le cas où on associe des collaborateurs, qui deviennent diplômés ou pas d'ailleurs dans le cabinet. 11% des transactions, c'est ça.
on intègre des collaborateurs au capital du cabinet. 8% des cas, c'est l'entrée de tiers, quelqu'un qui a une compétence en gestion de patrimoine, en financement, en transmission, sur une niche spécifique. Et 21% se font entre associés. Quelqu'un qui veut partir, par exemple, et qui vend aux autres associés, ou quelqu'un qui veut rentrer plus au capital. Il est rentré au début comme associé presque junior, et puis avec le temps, il veut acheter plus d'actions. Donc les opérations, pour 40%, se font, je dirais, de façon non externe. C'est de manière fermée sur une structure. 32% des cas, ce sont des reprises pour la croissance externe. Un cabinet fait un chiffre d'affaires de 800 000 euros, il trouve que ça va pas si vite que son développement, et bien il va chercher éventuellement à racheter un cabinet de tant de milliers d'euros, et c'est très bien d'ailleurs, et que dans les cabinets, il faut le savoir, qui sont cédés, dans 60% des cessions des cabinets les plus gros, qui dépassent 2,5 millions de chiffre d'affaires, les ventes se font entre associés. Et là, c'est donc 60% des cas. Alors que le cas général, on a mis dans la bulle jaune, c'était 21% de manière globale, mais dans les cabinets les plus importants, c'est 60%. Donc ça se passe en interne. L'exercice des experts comptables se fait de façon libérale ou à travers une structure d'associés, une société. Ça n'invente que le fonds de commerce, le fonds libéral plutôt, pour 30% des cas, mais 70% sont des ventes de titres des sociétés. Et enfin, dernière information qu'il faut savoir, c'est que les transactions se font pour la moitié, 50%, pour les cabinets qui font un chiffre d'affaires inférieur à 650 000 euros, ce qui veut dire en termes de taille, vous comprenez bien que c'est des cabinets qui ont peut-être 4-5 collaborateurs, 6 collaborateurs, et que 80% des cas, chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros. Donc, ce qui veut dire que le gros des transactions ne sont pas des cabinets qui font 2,5 millions, comme on dit tout à l'heure, qui d'ailleurs se vendent entre associés. C'est des cabinets courants avec un expert comptable et quelques collaborateurs, ce qui est le cas le plus courant en France. On a quelquefois l'impression qu'il y a des cabinets qui ont 100 personnes et que ce sont les cas courants, parce qu'on a eu tel dossier avec eux. Quelqu'un sont impressionnés par la taille, mais globalement en France, et les chiffres le montrent, les cabinets moyens, et en Ile-de-France notamment, ce sont des cabinets qui sont avec 5 collaborateurs, ce n'est pas les plus gros cabinets. Voilà. Juste pour comprendre les enjeux. Alors au niveau du prix, ça c'est un point important, parce que c'est souvent là aussi où ça peut achoper. La tradition depuis très longtemps, moi je suis depuis très longtemps, plus de 40 ans, donc quand j'avais démarré dans cette profession, on me disait la clientèle s'évalue à 1 an de chiffre d'affaires. Voilà, 1 an de l'horaire. Je vois que cette approche a la peau dure et c'est resté au fil du temps. Or, quand on est expert comptable et qu'on s'intéresse aux ventes d'entreprises, pour nos clients notamment, on voit bien que le paramètre n'est pas que le chiffre d'affaires, bien entendu, parce qu'il y a des cabinets qui font un chiffre d'affaires et qui ont une belle rentabilité, et d'autres qui font un chiffre d'affaires et n'ont pas du tout de belle rentabilité. Donc, la tendance qui s'est un peu développée, c'est de mixer les aspects volume et les aspects rentabilité, l'aspect activité et rentabilité. Même si le coefficient, le multiple du chiffre d'affaires a la peau dure. Mais il y a beaucoup de métiers comme ça. Si vous avez des clients qui sont fleuristes, qui ont un restaurant, qui ont toutes les activités commerciales, par exemple, souvent, c'est lié à X% de la recette du chiffre d'affaires. Ça a la peau dure. Mais, et puis après, au-delà de ces estimations liées à un multiple du chiffre d'affaires, en fait, le vrai prix, enfin la vraie valeur, c'est le prix auquel on peut vendre. Il faut appeler un chat un chat. Vous pouvez essayer, nous, quand on est conseiller d'entreprise, pour des clients qui veulent vendre, par exemple, souvent il y a de la déception chez ceux qui ont l'impression que leur entreprise
elle vaut des sommes incroyables. Je ne suis pas sûr qu'eux-mêmes auraient dépensé autant d'argent que ce qu'ils en souhaitent. Pourquoi? Parce que bien souvent, celui qui veut partir en retraite évalue son manque à gagner et pour garder son train de vie, il va évaluer ce qu'il va lui falloir. En fait, ce multiple chiffre d'affaires est encore souvent utilisé. La référence à un an de chiffre d'affaires a été un peu érodée parce que la loi Pacte a un peu réduit l'activité du commissariat aux comptes, pour les TPE notamment, et ça portait sur des mandats de 6 ans, avec une garantie bien plus forte que l'émission d'expertise comptable. Et donc on voit qu'en moyenne en France, le coefficient, le multiple moyen, c'est 0,86, mais ça évolue terriblement suivant les cabinets. Il y a des cabinets qui ont des niches de compétences particulières recherchées par certains cabinets, qui sont prêts à payer quelquefois assez cher parce qu'ils ont besoin d'aller vite sur une niche qui pense être porteuse de volume et de rentabilité. Donc, sachant que l'activité, quand elle rentre, elle est reprise en croissance externe, par exemple, ça peut générer des économies d'échelle et que le coût d'acquisition d'un client peut être élevé quand on rachète une clientèle et moindre quand ça se développe en interne. Donc, tout ça pour dire qu'il y a plusieurs approches possibles. Quand on sait pour des clients, les entreprises, souvent on utilise un EBE retraité. Ça arrive aussi dans les cabinets maintenant de plus en plus, où certains cabinets calculent des estimations par rapport à un EBE. Alors ça peut être pour certains, on a vu dans les dernières transactions, entre 2 ans et 5 ans de BE. En moyenne, c'est à 3,8. En fait, la réflexion qu'il faut se faire pour évaluer le prix, qui est vraiment un aspect important de la négociation, qui vient compléter ce qui a été dit tout à l'heure par Frédéric Turbat concernant les aspects juridiques, parce que le juridique est un point clé, et le prix est quelquefois un des points qui bloque. C'est que la réflexion, c'est qu'il faudrait que le cabinet cédé, ou acquis, si on se place, puisse être remboursé sur 7 ans. Voilà. Dans bien des cas, les financements se font avec des emprunts, même si le cabinet fait un peu d'apport en fonds propres, celui qui rachète, ou même l'investisseur nouveau diplômé, ou celui qui n'est même pas tout de façon nouveau, mais qui veut créer un cabinet, il rachète un cabinet, il met un peu d'argent, un peu d'économie, et il va emprunter. Souvent, les banques prêtent sur 7 ans, c'est le délai qui est souvent demandé, donc il faut que le cabinet puisse non seulement rémunérer l'expert comptable et les collaborateurs, mais permettre le remboursement sur 7 ans. Voilà. Donc, suivant la rentabilité, il peut y avoir des différences, et certains n'hésitent pas justement à surpayer, voilà, à aller à des coefficients, moi j'ai vu des coefficients même qui dépassaient 1,2 parce qu'il y avait des raisons particulières. Voilà. Nous-mêmes, on a voulu, au cabinet, à un moment, entrer sur un segment d'activité qui nous intéressait. On avait du mal à trouver des confrères cédants sur ce créneau-là. On en a trouvé un, et la compétition était rude parce que tout le monde voulait, et on a dû payer très très cher la reprise de ce cabinet. Alors, pour le reste, il y a des choses que, bien sûr, qui coulent de source pour un expert comptable. De la même façon que pour une entreprise, si on conseille un client qui va céder pour créer l'entreprise, il y a là aussi une aide d'intention, cette fameuse aide d'intention qui va fixer le cadre des choses. Il y a bien sûr là aussi une garantie d'actifs et de passifs, et on voit bien des clients quelquefois qui veulent acheter tellement vite qu'ils seraient presque prêts à ne pas demander de garantie. Parce qu'une belle affaire à vendre, et c'est valable pour les cabinets aussi, il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Et quand il y en a une, il y a la queue. Donc, si vous voulez négocier au maximum les garanties, le prix, etc., vous n'aurez pas l'entreprise. Il y a des gens qui sont restés, moi je connais des confrères, qui ont un certain âge, qui n'ont jamais acquis de cabinet, parce qu'il y avait toujours quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et d'autres ont accepté. Donc, là, je ne dis pas qu'il faut accepter n'importe quoi, mais à un moment donné, il y a toujours une part de risque.
nécessaire à prendre dans toute transaction, essayer de la limiter par souvent la garantie d'actifs passifs, mais à un moment donné, demander trop de garanties, c'est pas possible. Le chiffre d'affaires garanti, vous n'êtes pas là pour le voir. D'où d'ailleurs, quelquefois, vous trouvez des solutions, des clauses qu'on insère, des clauses d'earn-out. Ce que l'earn-out, c'est un complément de prix, parce que quelquefois, certains disent, oui, je vends, mais j'ai plein de clients qui vont rentrer, et c'est pas le bon moment, donc je veux vendre beaucoup plus cher. Et l'acheteur, il n'y a pas de problème. On va proposer que si réellement le chiffre d'affaires progresse dans l'année en cours, grâce à votre travail récent de X%, qu'il y a un complément éventuellement, pourquoi pas. Voilà. Pour l'audit, bien sûr, on a l'habitude de faire pour des clients, donc pour les cabinets, ça devrait être plus facile, mais quelquefois délicat, parce que certains confrères ont du mal à ouvrir leur compte, leur intimité à d'autres confrères qui n'ont rédigé qu'une lettre d'intention, qui pourraient dire après l'audit qu'ils ne sont pas intéressés pour telle et telle raison. Voilà. Donc, c'est quelquefois délicat aussi, mais il n'y a pas d'acquisition sans audit, autrement, c'est pas très raisonnable. Et il y a un point très délicat aussi, c'est l'aspect social. Certains peuvent se dire quelquefois que de racheter un cabinet, c'est un moyen d'enjamber l'attention, en deux mots, du marché du recrutement. Difficile en ce moment pour tout le monde. Et on se dit, en achetant, il y a déjà des collaborateurs, etc. Mais attention, les collaborateurs n'ont pas d'obligation de rester avec un repreneur. Certains d'ailleurs partent très vite parce qu'ils ne veulent pas telle taille de cabinet qui reprend, parce que le marché est tel qu'il y a d'autres solutions et ils ne peuvent rester que si vraiment ça les intéresse. D'où la délicatesse nécessaire pour l'annonce à des collaborateurs du passage de relais, d'où la délicatesse nécessaire pour les repreneurs de rentrer en douceur. Celui qui reprend un cabinet qui vient comme Zoro, il rentre et il modifie tout du jour au lendemain en disant vous ne savez pas travailler, nous on a des outils bien mieux que les vôtres, voilà, il vous faut, vous rentriez sans pointer, maintenant il faut pointer absolument, etc. Je crois qu'il s'exposerait à des difficultés. N'oublions jamais le volet humain dans nos cabinets. La gestion sociale de nos collaborateurs est un point essentiel. Souvent, ça nous prendra beaucoup de temps, mais c'est un point clé. Si nous devons aimer nos clients pour les aider à réussir, nous devons, je crois, aussi aimer nos collaborateurs pour les aider à réussir. Notre job d'expert, comptable, de mon point de vue, c'est de détecter des pépites, des bons collaborateurs, et quand on en a trouvé, il faut les faire grandir, réussir. C'est notre responsabilité. Bien sûr qu'il y a aussi des obligations vis-à-vis des instances d'information. Et quelquefois, d'ailleurs, l'ordre, que je connais mieux que la compagnie, pour y avoir souvent et longtemps exercé des mandats, peut servir d'arbitre éventuellement en cas de litige. Parce que quand il y a une difficulté dans une session, ça peut arriver, on peut choisir ou d'aller devant un tribunal tout de suite, ou de trouver une solution d'arbitrage vis-à-vis de l'ordre. Alors attention, l'arbitrage et la médiation, ce n'est pas la même chose. La conciliation, c'est de régler un litige, mais où l'ordre n'a pas de pouvoir pour imposer quelque chose, alors que l'arbitrage peut donner un pouvoir à l'arbitre pour décider, lorsqu'il y a un litige, l'interprétation d'une clause du protocole de cession. Alors l'ordre, bien sûr, est à votre service, bien que, pour être très franc, à l'ordre, il y a des personnes qui y travaillent. Nous avons à l'ordre régional, à l'ordre national, au Conseil national et au Conseil régional, des collaborateurs et des collaboratrices qui travaillent, qui sont salariés pour des postes comme toute entreprise, avec des directeurs, des secrétaires généraux, des assistants, des techniciens, tout ce que l'on veut comme panel de profils de postes dans nos instances. Et puis il y a aussi les élus, qui sont des personnes comme vous et moi, qui font ce métier, qui s'y intéressent
et qui ont le souhait de partager leurs compétences à travers des commissions de travail comme celle que j'ai l'honneur d'animer, qui se transforment en entreprise, mais aussi qui prennent des engagements parce qu'ils sont élus sur des listes alors nationales ou régionales, qui exercent des fonctions et qui sont membres d'un bureau, ou qui ont bref. Et c'est une fonction de bénévolat extrêmement qui peut être très chronophage si on s'y intéresse vraiment. Mais c'est un grand bonheur, pour ma part, qui ai passé beaucoup d'années dans les instances, que de partager avec des confrères ce qu'on a pu apprendre ou pour faire évoluer la profession vers des chemins que l'on croit utiles et bons pour elle. Et dans le cadre de la session d'entreprise, et session de cabinet en particulier, nous avons créé une plateforme qui s'appelle BB n'a rien à voir avec Bardot, bien entendu. On peut tout dire sur les initiales B et B, mais pour nous, c'est buy. C'est-à-dire qu'il y a l'achat et puis il y a le départ. Hein, bye, et on a joué sur ces mots. Mais alors, certains pourraient nous critiquer en disant que ce n'étaient pas des mots français. Donc d'avance, je tiens à m'excuser à ceux qui sont attachés aux Français tout le temps. Mais dans notre métier, on voit bien que le terme cache-faux a encore la peau dure et que bien souvent, on doit connaître des mots comme forecast, même s'il y a eu une loi qui incite à parler français. Alors, ce qu'on a mis dans cette plateforme, Bye, c'est une boîte à outils qui est très utile aux cédants. En fait, les cédants ne veulent pas souvent se déclarer. Donc, ce qu'on a fait, c'est que les cédants peuvent indiquer leur cabinet de façon anonyme. Leur nom n'est pas affiché. C'est que lorsque il y a un intérêt présenté par un acquéreur potentiel qu'il y aura un échange entre les deux. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de dire voilà, cabinet Intel à vendre, c'est pas ça du tout. Donc il y a dans cette plateforme, on a une boîte à outils, beaucoup de conseils en matière de planification, parce que quelquefois c'est un peu la bouteille à encre, des clauses insérées dans le protocole de cession et dans l'acte de cession, dont tout à l'heure Frédéric vous en a exposé quelques-unes. Nous avons plusieurs clauses de cession qui vous sont proposées. Hein. Quelquefois, ce n'est pas l'une et l'autre, c'est l'une ou l'autre, mais vous avez des possibilités. Les annonces sont anonymes, j'ai dit, pour le cédant. Et puis, celui qui veut racheter, il peut utiliser le moteur de recherche pour indiquer ce qu'il recherche comme clientèle, des commerçants, des professions libérales, des je sais pas quoi, dans telle région, etc., etc. Et par rapport à ceux qui ont indiqué qu'ils étaient cédants, il y aura une mise en relation possible. Bien sûr, ça ne fonctionne que si les cédants s'affichent, utilisent cette plateforme, mais on constate qu'elle se développe de jour en jour, mais de plus en plus, et c'est une bonne chose. Alors, bien sûr que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions qui ont été posées depuis tout à l'heure, donc c'est évidemment que Frédéric a été hyper clair. Et donc, je vais me permettre de laisser Frédéric conclure, puisque j'ai ouvert, je vais laisser conclure. La conclusion sera rapide, vu tout ce que l'on s'est dit. On a pas mal insisté sur le fait que sur des sessions, là, hors cabinet, hors de nos cabinets évidemment, mais le rôle de l'expert comptable est un rôle premier et peut tout à fait être légitime dans l'accompagnement de ses clients. Pas uniquement à la place des avocats, et souvent d'ailleurs c'est une complémentarité qui se joue sur ces sujets-là. Il n'est pas rare de voir des lettres d'intention, des protocoles d'accord rédigés à deux mains, enfin à deux mains, à deux claviers entre la profession juridique et la profession comptable. Voilà. On est vraiment sur une dynamique de développement de nos missions et qui a aussi un intérêt en matière de gestion de cabinet, de gestion des ressources humaines. On évoquait tout à l'heure hein, le temps particulier en matière de recrutement, la typologie de mission recherchée par les collaborateurs qui rentrent dans nos cabinets. Voilà, ça peut être un élément diversifiant
et à proposer. Donc c'est un des points importants. Et puis accompagner des sessions, là c'est un peu de la cour d'apprentissage de base. Hein. Accompagner des sessions chez nos clients nous aidera aussi à accompagner le moment venu ou à organiser la session de nos propres activités. Peut-être avez-vous des questions? On a encore un petit quart d'heure. On ne va pas vous faire rester pour rester, c'est pas question, on va arrêter plus tôt, mais je voudrais juste rajouter à Frédéric, qui était, je crois, très clair, que deux points de figure, deux points que je voudrais annoncer. C'est que, un, pour votre cabinet, vous pouvez utiliser la croissance externe pour vous développer plus rapidement. C'est un choix qui peut être bon. Certains ne veulent pas grandir, ils veulent maîtriser à leur rythme. Et pourquoi pas? Il n'y a pas une solution de développement, il y en a plusieurs, bien entendu. Il faut choisir celle qui vous convient. Certains sont heureux dans les grandes structures, d'autres sont heureux dans les petites structures. Moi, je crois que chacun doit être bien là où il est. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. La question qui est posée concernant la plateforme, parce que en même temps, si il est fait, s'il n'y a que des franciliens ou d'autres départements en France, on a fait une communication au niveau national pour que tout le monde puisse s'inscrire. Et je sais qu'il y a des cabinets qui sont sur d'autres départements que l'Île-de-France. Donc, réponse absolument. Alors, question, quelle est la part nécessaire d'experts comptables diplômés dans le capital d'un cabinet? La part nécessaire d'experts comptables diplômés dans le capital, sauf de ma part, peut-être que Frédéric me contredira, j'en suis plus sûr. Je crois que ça a changé. Je crois que c'est 50%, mais je ne suis plus très sûr. Oui, je crois qu'on est effectivement à 50% plus une voix. Enfin, voilà, il y a très légèrement majoritaire. Voilà, c'est ça, voilà. Et pour les commissaires aux comptes, je crois que c'est plus restrictif, je crois que c'est 2/3. Mais il faudrait vérifier pour être sûr. Je n'ai pas la certitude de ma réponse. Question de Belkacem. Après la rédaction de la LEI, l'acquéreur peut se désister sans motif et sans indemnité. Bien sûr qu'il peut se désister, parce que l'élite va devoir préciser les cas. On ne peut pas dire n'importe quoi. On n'est pas venu juste. Si c'est juste d'être un voyeur, c'est pas possible. Mais moi, j'ai eu le cas, juste pour donner un exemple vécu, pas pour un cabinet, mais c'est pour une entreprise de compagnons à la cession, où on a eu un acquéreur intéressé qui a entamé l'audit, enfin l'audit, et pendant cette période-là, il s'est séparé de son associé. Ils étaient deux au départ. Il y en a un, il a une brouille entre eux. On était en relation uniquement avec un seul, qui était l'acheteur, qui est le président. Et ils sont séparés. Et à un moment, ils disaient, on ne veut pas reprendre. Et on avait beaucoup avancé en leur disant oui à eux, on avait dit non à d'autres. Donc vraiment, il y avait un vrai préjudice. Mais qu'est-ce qu'on pouvait espérer? Faire un procès, on a laissé tomber. Donc c'est pas aussi simple que ça. Alors, on peut prévoir des cas, bien sûr. D'abord, si ce qui est annoncé par le cédant ne se retrouve pas dans l'audit, on vous parle de X collaborateurs et vous constatez qu'il n'y en a pas autant. On ne parle pas des litiges, vous voyez qu'il y a plein de problèmes éventuellement. Bref, s'il y a une différence entre votre constat il y a l'audit et ce qu'on vous a dit, formellement, bien sûr, vous pouvez vous décider sans difficulté. Tout à l'heure, Frédéric a insisté sur le cas où il y avait des demandes de confirmation, de certification, d'affirmation de la part du cédant, qu'il y a ou pas tel ou tel litige, qu'il y a tel ou tel existant. Après, si la confiance n'existe pas, ce n'est pas possible. On ne peut pas s'engager. C'est comme le mariage. Hein. Tant que vous n'avez pas dit oui, vous n'avez pas dit oui. Hein. Et dans le protocole le protocole nécessite un audit et des cas particuliers de retrait à prévoir. Tu peux compléter, Frédéric, si tu veux, parce que l'autre question, c'est l'intérêt de la création d'une holding avant le closing. Alors, quelquefois, c'est intéressant pour récupérer les fonds et les réinvestir après et éviter de payer l'impôt. Voilà. Effectivement, vous savez qu'il y a une possibilité, quand on réinvestit l'argent, au moins 80% dans les 2 ans de ce qu'on a encaissé, c'est de ne pas payer d'impôt. Il y a un différé d'impôt.
Autrement, quand vous vendez vos actions, ben vous avez, là, même s'il y a un taux encore intéressant qui est de 30% pour l'instant, que la taxe, qui d'ailleurs pourrait changer, parce que certains députés trouvent que ce n'est pas assez cher, il peut y avoir l'intérêt de monter une holding, effectivement, avant un closing. Tout comme il peut être intéressant avant un closing, quand il y a des donations, pour ceux qui font des donations aux des enfants, des donations avant cession, pour éviter de payer 2 fois l'impôt. Vous payez l'impôt lors de la cession et l'impôt après lors de la donation. Donc, si vous faites une donation au prix globalement approximatif de cession, vous ne payez qu'une seule fois l'impôt. Et encore, il faut bien voir qu'il y a des abattements potentiels suivant votre âge, suivant qu'il y a eu ou pas déjà des donations. L'aspect fiscal est un point qui peut beaucoup changer la face des choses. Donc, et puis, si vous avez une compétence particulière dans ce domaine-là, moi, je ne peux que vous inviter à venir enrichir nos rangs dans le comité de transmission où nous recherchons, que ce soit à Paris ou au national, des confrères ou des consoeurs qui ont une expérience et une volonté de vouloir partager. Une information aussi pour ceux qui s'intéressent aux aspects évaluation. Vous savez que dans la profession, nous avons des confrères et consoeurs qui sont des experts en évaluation, qui sont même certifiés, parce qu'il y a eu une formation qui est assurée avec une certification par la CCEF. Ça sont les certifiés et vraiment font des évaluations non seulement d'entreprise, mais de préjudice, etc. Ils ont une belle activité. Il y en a qui ne font que ça d'ailleurs. Ils sont hyper compétents. Et nous organisons au niveau de l'ordre des experts comptables, conjointement avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, une journée nationale, une journée de l'évaluation. Donc c'est une fois par an. Cette année, elle a lieu le 10 octobre prochain. Vous pouvez vous y inscrire parce que c'est en ligne depuis quelques jours. Sachant que cette année, nous allons accueillir à Paris, ça se passe à la Maison de la Chimie, nous allons accueillir cette année l'IVSC, c'est-à-dire l'Institut international des évaluateurs, donc ils vont venir du monde entier, à Paris, partager. Eux, ils viennent pour 3 jours. Le congrès se fait à Paris, 3 jours. Nous, on a une journée d'évaluation. Avec eux, d'ailleurs, ce sera bien sûr à 90% toujours en français, mais il y aura des ateliers aussi qui seront en anglais avec eux. Donc, si vous voulez vous enrichir, monter en compétences, vous pouvez venir à cette journée d'évaluation, mais vous pouvez aussi venir partager au sein de nos comités, à l'ordre de Paris ou à l'ordre national, vos compétences. Nous avons besoin de confrères et consoeurs comme Frédéric ou moi, qui sommes des bénévoles, qui donnons un peu de notre temps et de notre expérience pour pouvoir partager. C'est ça le sens de la confraternité. Pour nous, c'est le partage. Et même quand il y a une difficulté, c'est essayer d'éviter les tribunaux, c'est de se parler et de trouver des solutions. C'est ça la confraternité. Alors peut-être que je suis encore un doux rêveur, mais après beaucoup d'années d'exercice de la profession, parce que j'ai démarré en 76, ça fait déjà longtemps, je crois encore que ce métier est magnifique, qui a beaucoup de possibilités, beaucoup de potentiel, peut être vraiment un lieu de confraternité. Moi, c'est une profession où j'ai beaucoup d'amis et j'en suis ravi. Alors oui, Romain Girac, qui mentionne, et il a 1000 fois raison, Romain Girac travaille au Conseil national et il me supporte sur la partie évaluation-transmission. Il rappelle que dans la lettre à la profession, on a fait état de cette journée, qui est la 11e journée d'évaluation et où nous avons ouvert déjà les inscriptions sur expert-comptable.com. Ça figure dans les bulles là. Hein, voilà. Vous êtes les bienvenus, non seulement à cette journée d'évaluation, mais dans le comité, même si vous voulez uniquement participer à nos matinales, nos webinaires, vous êtes les bienvenus. Et puis s'il y a des questions que vous vous posez, n'hésitez pas à nous écrire. Hein. Vous écrivez au Conseil de l'Ordre pour le comité de transmission et évaluation, et on nous passera l'information. Et si on peut échanger et aider les uns ou les autres, c'est très très bien. Voilà. C'est ça le sens pour nous de la confraternité, c'est le partage. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc on va arrêter avec 4 minutes d'avance, ce qui est un exploit, parce que c'est vous qui êtes maître du temps par vos questions.
Donc, nous vous souhaitons à tous une excellente journée, un bon 14 juillet. C'est un jour de fête nationale. Et puis, de prendre soin de vous, de votre santé. Et peut-être à très bientôt. Ah, et déjà une autre question d'Aurélie, avant le gong. Avez-vous déjà date de la prochaine matinale? Et je vous dirai certainement, je ne l'ai pas devant moi, mais vous serez informés parce qu'on circularise les confrères régulièrement. La prochaine matinale. Le 4 octobre. Ah voilà, merci. 4 octobre, sur quel thème 4 octobre, j'ai la date, mais je n'ai pas le thème. D'accord. Bon. Mais vous avez dû recevoir, vous allez recevoir incessamment. Merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup pour vos questions. Voilà, prenez soin de vous. À très bientôt. Et au revoir, tous ceux qui nous auraient des mots. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.